Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, de vous savoir nombreux à ce rendez-vous, le rendez-vous de ce plateau spécial dédié à la fête des travailleurs. Nous sommes 1er mai, et vous le savez, et nous célébrons la journée internationale des travailleurs. À cette occasion, le groupe de presse Eden TV Diaspora FM a concocté pour vous un programme spécial, un plateau spécial, j'allais dire. Nous avons invité dans ce studio l'un des responsables du syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le SYNATESAS, puisque c'est de ce syndicat qu'il s'agit. Il a été créé, il faut le rappeler, en 2017 et fait son bonhomme de chemin. Nous recevons déjà alors sur ce plateau le secrétaire à la formation syndicale. C'est la deuxième personne d'ailleurs du SYNATESAS à occuper ce poste depuis la création de ce syndicat. Janvier Gaga, il est dans ce studio. Janvier Gaga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de remercier le groupe de presse Eden TV et Diaspora FM. Vous êtes dans ce studio, il faut le rappeler, pour porter votre regard sur les conditions de vie et de travail des agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Exactement, monsieur le journaliste. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte le SYNATESAS? Merci, monsieur le journaliste. Au prime abord, je tiens d'abord à souhaiter bonne fête du travail à tous les travailleurs du Bénin, qu'ils soient du secteur public ou privé. SYNATESAS est un syndicat, c'est le syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale. SYNATESAS a été créé en décembre 2017. C'est un syndicat du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. SYNATESAS fait son petit bonhomme de chemin et occupe le rôle qui est le sien en tant que formation syndicale. En quoi il était important de créer le SYNATESAS? Ce syndicat est né pour régler quel problème? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous vous rappelons qu'au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, on avait deux syndicats qui réunissaient tous les agents de toutes les catégories. Un syndicat multiforme. À un moment donné, après plus de 20 ans, nous avons jugé bon de créer un syndicat de corps, le syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale est composé uniquement et exclusivement des professionnels de l'action sociale. Autrement dit, des travailleurs qui ont une formation en action sociale de base. C'est ça. Une formation en action sociale de base, une licence professionnelle ou un master et plus. Donc c'est, comme on le dit de façon simple, c'est le syndicat d'élite du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dont le rôle est de travailler au professionnalisme du secteur et de travailler surtout à la modernisation de la protection sociale, puisque nous sommes dans un environnement mondial où tout évolue, où tout change, et nous avons le devoir de nous adapter à cet environnement international. Alors, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce ministère, oui, Affaires sociales, on comprend que l'on parle du social, mais ce n'est pas que ça. Quel rôle joue ce ministère? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au fait, il faut remonter au décret portant organisation, attribution et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est un décret qui date de 2022, c'est un décret actualisé. C'est le décret numéro 606 du 2 novembre 2022. Ce décret stipule que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a pour rôle de développer, de définir, de coordonner, d'évaluer les actions
de l'État en ce qui concerne la protection sociale, la protection de l'enfant, la promotion de la famille, la promotion de la femme, la promotion de la microfinance et de l'inclusion financière. En un mot, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est une structure de l'État qui a pour finalité de toucher les couches vulnérables de notre communauté. On n'entend pas couches vulnérables, les orphelins, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les pauvres extrêmes, les pauvres non extrêmes, les indigents. De façon plus opérationnelle, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a une structure déconcentrée au niveau de chaque commune au Bénin. Cette structure a été appelée jusqu'à un passé récent les centres de promotion sociale. Mais depuis quelques semaines, nous avons connu une modification de nom. Ces structures sont aujourd'hui appelées les guichets uniques de protection sociale. Le rôle de ces guichets uniques de protection sociale, c'est de se rapprocher des communautés et de servir aux communautés, de proposer aux communautés les prestations sociales. Le soutien à l'écolage des enfants en difficulté, le soutien à l'accès aux soins de santé, le soutien aux personnes sinistrées, l'orientation de nos femmes, de nos mamans vers les structures de microfinance, la lutte contre les violences basées sur le genre. De façon résumée, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers ces structures déconcentrées, que sont les guichets uniques de protection sociale, offre des prestations sociales aux communautés à la base, avec bien évidemment le soutien sans faille du gouvernement de la République du Bénin. Je ne sais pas si ce sera trop dire que de vouloir dire sur ce plateau que véritablement, oui, c'est vrai, on sent que le ministère travaille beaucoup, le ministère mène des actions, même récemment, il y a des filles qui ont bénéficié de financement en matière de bourse, en quelque sorte, dans les écoles, dans les collèges, je pense. Elles sont un certain nombre. Le ministère fait beaucoup, mais c'est à croire qu'elle n'est pas présente véritablement dans des coins, je ne sais pas, très isolés, dans des quartiers même qui ne sont pas loin. À Glo-Djigbe ici, est-ce que le ministère mène des actions? On veut connaître un peu plus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tant que syndicaliste, il nous revient de vous donner l'information de façon générale, quitte à ce que les structures sectorielles puissent approfondir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la couverture géographique du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est au niveau communal. Quand on prend par exemple le département de l'Atlantique, ou plus précisément la commune de Calavi où nous sommes, nous avons un guichet unique de protection sociale au niveau de Pota. Qu'est-ce que vous appelez guichet unique de protection sociale? C'est une structure déconcentrée au niveau de la commune qui écoute, accompagne et conseille tout usager, quel que soit son problème social. Les populations ne sont pas informées? Les populations sont bel et bien informées. En témoignent les statistiques. Nous recevons en moyenne 10 à 20 usagers par jour au niveau de ces guichets. 10 à 20 usagers. Et nous communiquons de plus en plus sur les activités que nous menons. Et ces usagers viennent poser leurs problèmes? Les usagers viennent poser leurs problèmes. Certaines viennent poser les problèmes de scolarisation de leurs enfants. D'autres viennent poser les problèmes de violences faites aux femmes et aux filles. Et je vous rappelle que nous avons une montée alarmante des violences faites aux filles et aux femmes, notamment les cas de viol, les cas de harcèlement, les cas d'enlèvement. Nous en recevons beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une relation étroite entre votre ministère et l'Institut national de la femme? Absolument. Nous travaillons de façon très étroite avec l'Institut national de la femme. L'Institut national de la femme est la superstructure au niveau central, mais utilise les structures déconcentrées que sont les guichets uniques de protection sociale pour pouvoir
accompagner les victimes de violences, C'est ça. pour pouvoir les soutenir sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique et leur offrir l'accompagnement juridique. Donc, en réalité, les guichets uniques de protection sociale qui sont au niveau de chaque commune, au niveau de la République du Bénin, travaillent et centralisent leurs données par rapport à tout ce qui concerne les violences faites aux filles et aux femmes. Et l'Institut de la femme, qui est une structure centrale, coordonne sur ceci. Très bien. Donc, l'Institut national de la femme et les guichets uniques de protection sociale travaillent la main dans la lutte pour la prévention des violences faites aux filles et aux femmes et dans le soutien aux victimes de violences basées sur le genre. On entend parler de Azoli. Quel rôle joue le ministère des Affaires sociales dans ce grand programme qu'est Azoli? Le programme Azoli est un programme gouvernemental. D'accord. C'est un programme gouvernemental, c'est un programme de soutien à la formation professionnelle. Ok. Qu'il vous souvienne que dans le PAG, nous avons un volet qui concerne la formation des artisans. La formation des artisans, les artisans déjà en travail, ceux qui exercent déjà leur métier, bénéficient d'un recyclage de façon pointue. D'accord. Et tout ceci est coordonné en collaboration avec l'ANPE, avec notre ministère, Voilà. et ainsi de suite. De sorte que les artisans là, qui bénéficient d'un renforcement de capacité, à la suite, bénéficient aussi d'un soutien, d'un microcrédit pour pouvoir être autonome. Très bien. Alors, venons-en maintenant que nous avons un peu une idée du rôle que joue un peu le ministère des Affaires sociales et des microfinances. C'est de la microfinance, des microfinances. De la microfinance. De la microfinance. En matière de microfinance, qu'est-ce qui se fait? En matière de microfinance, par exemple, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers des structures déconcentrées, offre les crédits à nos femmes, à nos hommes aussi. Il y a certains hommes qui en bénéficient. Et ceci au niveau de toutes les communes du Bénin. Ah oui? La microfinance a connu beaucoup d'évolutions dans notre pays. De sorte que... Expliquez-nous un peu. Quelles sont ces évolutions? Voilà, nous sommes passés, qui vous souviennent, de 30 000. Après, nous sommes allés à 50 000 et nous évoluons maintenant vers 100 000. Mais l'originalité... Ça fait plusieurs années qu'on parle de 100 000. On n'a pas encore atteint 100 000. On évolue encore vers 100 000. On évolue, on est déjà payé à 100 000. Certains bénéficient déjà de 100 000. D'accord. Ce qui est intéressant ici, c'est que le microcrédit aujourd'hui est digitalisé. Il n'est plus question de faire de la propagande autour de la microfinance. Ceux qui se portent vers les structures de microfinance ont les appuis conseils nécessaires, l'éducation financière nécessaire et bénéficient du crédit et sont suivis par des structures spécialisées en matière de microfinance. Le rôle de l'État est de coordonner tout ceci à travers la Direction générale de la microfinance et le Fonds national de la microfinance. Toujours est-il que les communautés qui expriment le besoin sont satisfaits avec une certaine technicité et une célérité. Je rappelle que vous êtes Janvier Gaga et que vous êtes le secrétaire à la formation du SINATESAS. Et si, en tant que secrétaire à la formation du SINATESAS, on vous fait venir dans ce studio et on ne s'intéresse pas aux conditions de vie et de travail du personnel du ministère des Affaires sociales, on aurait passé à côté de cette, émission. Et dès lors, abordons les conditions de vie et de travail des agents de votre ministère. Les conditions de travail des agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qu'est-ce qu'il en est, M. Gaga? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes d'abord reconnaissants envers les gouvernements successifs pour tout l'accompagnement dont bénéficie le personnel dans son ensemble. Mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, quelque chose mérite encore d'être fait. De quoi avez-vous bénéficié? Nous avions bénéficié au démarrage du gouvernement de la rupture de 2 primes supplémentaires. De 2 primes supplémentaires. D'accord. Mais l'euphorie n'a été que d'une année. Pour des raisons que seules les autorités au plus haut niveau maîtrisent,
Ces deux primes mais non, vous n'allez pas dire ça. En tant que membre du syndicat, vous devez être un peu plus dans le secret des décisions. Je peux vous donner les raisons officielles. Avec le premier gouvernement de la rupture, le secteur des affaires sociales était avec la microfinance et le travail. C'était 3 ministères qui formaient un seul ministère. Du coup, on a bénéficié en une année de 4 primes. Mais avec le deuxième gouvernement de la rupture, oui, il y a eu diffusion. Le ministère du Travail est devenu autonome. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les deux forment un seul ministère. Okay. Donc, c'est à partir de la diffusion que les agents qui étaient habitués à 4 primes sont revenus à 2 primes. Vous avez compris? Donc, quelque part, c'est un droit acquis. Mais on a été sevré. Cela a constitué une source de démotivation. Ah oui? Un peu une source de démotivation. Parce que, à part le salaire qui est régalien, ces primes aident beaucoup les fonctionnaires. Et en tant que syndicaliste, dans notre rôle revendicatif, c'est notre devoir de demander encore et encore pour que le travailleur se sente un peu mieux et davantage mieux. Puisqu'il y a un lien très étroit entre la motivation du personnel et les prestations que nous offrons aux communautés à la base. C'est ça. Merci beaucoup. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez obtenu d'autre? On a obtenu aussi des acquis. Les conditions du travail. Les conditions du travail. Est-ce que vous travaillez dans de bonnes conditions? Est-ce que ce n'est pas à 5, à 6 dans les bureaux encore redivisés comme je vais dire, des cages à lapins? Il y a une certitude, l'effectif du ministère a évolué. L'effectif du ministère a évolué. Le gouvernement de la rupture, dès son arrivée, 1 an plus tard, a fait un recrutement de 150 agents en plus. Mais, quand on regarde la couverture géographique par rapport aux attributions du ministère, par rapport au guichet unique dont je vous ai parlé, le gap à combler est encore élevé. Du coup, les agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui sont au niveau de ces guichets uniques par commune sont largement insuffisants. On espère avoir au moins 10 ou 12 agents, mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes entre 2 et 3, ou au plus 4. Vous comprenez que la masse du travail qui est réservée à 12 personnes, lorsque cela doit être fait par 2 ou 3 personnes, il va sans dire qu'il y a surcharge de travail. Il y a surcharge du travail. Et le centre étant pour le moment au niveau communal, nous recevons les usagers de tous les arrondissements. De sorte qu'il y a un afflux des usagers sur le personnel déjà insuffisant au niveau des guichets uniques de protection sociale. Or, ce sont les guichets uniques de protection sociale qui offrent les prestations sociales aux communautés à la base. Nous avons eu comme information qu'il y a certains agents qui ne veulent pas être envoyés déployés à l'intérieur du pays et que c'est un peu ceux qui sont un peu récalcitrants qui sont souvent affectés. Est-ce que c'est une vérité? Non, au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, tous les syndicats participent aux mutations nationales. Nous avons participé régulièrement à toutes les mutations nationales avec le ministère, avec les cadres du ministère. On n'a pas eu à déplacer des agents injustement, non. On n'a pas encore enregistré de ces cas. Il y a une évidence, c'est qu'il y a une passion vers Cotonou et ses environs. Beaucoup de collègues, c'est là-bas qu'on peut gérer les business aussi. Bon, il y a aussi les raisons sociales. Soit le mari est à Cotonou, la femme veut rester à Calavi ou à Lada à côté pour pouvoir gérer la famille. Étant un ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ces cas sont étudiés lors des mutations nationales. Mais ce qui est sûr, à la date d'aujourd'hui, nous avons au moins 2 ou 3 agents par commune au niveau des 77 communes du Bénin. Mais le constat est que par rapport à la masse du travail, l'accompagnement des orphelins, l'accompagnement des couches vulnérables, l'effectif est largement insuffisant. Largement insuffisant.
pour répondre aux nombreuses sollicitations des usagers. Parce que, monsieur le journaliste, nous sommes habitués à une culture, celui qui a un problème, celui qui a une détresse, pour poser son problème, n'expose plus. C'est un peu la raison pour laquelle vous n'êtes pas trop informé de toutes les sollicitations, de tous les usagers qui viennent au niveau de ces guichets. Qu'en est-il en ce qui concerne l'environnement de travail dans votre ministère? Par rapport à l'environnement de travail, il faut remarquer qu'il y a un début d'effort. Un début d'effort par rapport au cadre du travail. Nous avons constaté qu'il y a eu quelques centres qui ont été construits. On annonce même la construction des guichets uniques de protection sociale de type moderne. On annonce ça au niveau de plusieurs communes. Mais ce qui est sûr, à la date d'aujourd'hui, autant nous avons quelques infrastructures acceptables, autant nous avons des infrastructures délabrées ou à peine acceptables. À peine acceptables, qui méritent d'être reconstruites pour le bien-être du travailleur. Et que fait le SYNATESAS dans ce sens? Le SYNATESAS ne cesse d'attirer l'attention de l'autorité ministérielle lors du cadre du dialogue social, lors de cette fête du 1er mai, à travers notre plateforme revendicative et à travers toutes les rencontres statutaires que nous avons avec l'autorité qui, au passage, nous invite à des moments donnés. Et nous-mêmes, quand nous avons des préoccupations, nous posons ces préoccupations à l'autorité. Et vous n'utilisez pas votre droit de grève lorsque l'autorité ne vous écoute pas? Parce qu'il ne vous reste que d'ailleurs 10 jours de grève dans une année. Qu'en avez-vous fait de ces 10 jours, l'année écoulée et cette année? Au fait, les grèves sont, entre autres, une forme de lutte. La grève, comme le disent les syndicalistes, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Et nous évoluons dans un environnement où on s'adapte. Nous nous adaptons. Les nombreuses préoccupations, les préoccupations récurrentes, qui sont celles des agents du MASM, sont relayées par notre organisation syndicale et les autres à l'autorité. Et lors des dialogues qui se tiennent périodiquement, nous revenons sur ces questions et nous faisons un point à chaque niveau. Lorsque nous constatons qu'il n'y a pas du tout eu d'avancée sur beaucoup de points, c'est en ce moment-là que nous évoluons vers le sit-in. Ah oui. Et vous en avez fait? Non, on n'a pas encore fait de sit-in cette année. Nous n'avons pas encore fait de sit-in cette année parce que nous sortons des élections professionnelles en août passé. Nous sortons des élections professionnelles. Nous avons 3 syndicats au niveau de notre secteur auquel il a fait exigence d'avoir les 20% pour pouvoir siéger. Il y a l'arrêté portant mise en place de la commission administrative paritaire qui est sorti avant-hier. C'est le cadre par excellence du dialogue social et de négociation entre le gouvernement et les syndicats, entre le ministre et ses collaborateurs et les syndicats représentés. Donc, je peux dire que depuis l'année passée, lorsque nous avons entamé le processus des élections, ce n'est qu'avant-hier que l'arrêté portant mise en place de la commission administrative paritaire est sorti. Donc, c'est véritablement maintenant que nous allons engager les discussions à travers le dialogue social sur les préoccupations majeures des travailleurs et voir les réactions de l'autorité dans un cadre purement réglementaire. Et au cas où l'autorité ferait sourde oreille, vous pourrez passer à l'exécution des droits, comment vous appelez? Les droits acquis. Nous allons convoquer une assemblée générale, avoir l'avis de nos camarades et décider de la suite à donner. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un moteur diesel. Si vous allez de façon brute, de façon brusque, vous pouviez vous mélanger les pétales. Mais quand on y va graduellement, on est sûr d'aller de façon cartésienne et être sûr de satisfaire les revendications des travailleurs que nous représentons. Vous êtes responsable à la formation du syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale. Parlons maintenant de la formation et du développement professionnel. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, c'est sur ce niveau que nous n'avons pas véritablement bougé. Ah oui? Au niveau du ministère des Affaires sociales
et de la microfinance. Mais vous êtes responsable de la formation. Je suis- Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Nous avons deux types de formation. Je parle d'abord de la formation, des formations diplômantes au niveau des agents du ministère. Oui, d'accord. Avant l'avènement de la rupture, du gouvernement de la rupture, chaque ministère avait un plan de formation où, de façon triennale, on envoyait un certain nombre d'agents en formation, les agents de toutes catégories confondues. Mais depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, on a constaté à travers une lettre adressée par le ministre du Travail que tous les plans de formation seront arrêtés. D'accord. Le gouvernement a arrêté les plans de formation. Le gouvernement a demandé de faire une étude pour voir de quelle manière il va accompagner ces plans de formation. Du coup, depuis 8 ans, plus aucun agent du ministère des Affaires sociales et de la microfinance n'a été envoyé en formation par le ministère. Il en est de même pour tous les ministères d'ailleurs. Et quelles sont alors vos relations? Vous ne discutez pas avec vos compères de syndicalistes des autres ministères? On en a parlé, on en a fait une plateforme revendicative. C'est un problème crucial. Merci beaucoup. Et c'est en réalité la motivation la plus grande pour un agent de l'État. Lorsque vous rentrez à la fonction publique, je suppose avec une licence, et que l'État vous donne la possibilité d'avoir un master, mais vous êtes très, très content et moralement satisfait. De la même manière, lorsque vous rentrez avec un bac, et l'État vous donne la possibilité d'avoir une licence, vous êtes moralement très satisfait. Comme c'est un problème qui touche tous les ministères, nous faisons notre plaidoyer au niveau de notre ministre. Nous portons ces revendications-là à nos SG confédéraux. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Rien n'a bougé. Le gouvernement a décidé de faire une étude sur les plans de formation, d'étudier la question. Ou bien cette formation coûte cher au gouvernement? Non, c'est les agents eux-mêmes qui payent. Alors, où se Ce trouve sont le les problème, agents eux-mêmes alors? qui payent, mais les agents changent de catégorie. D'accord. En changeant de catégorie, cela a forcément une incidence financière. D'accord. Mais aux dernières nouvelles, nous sommes en train d'apprendre que le cadre organique, c'est un document technique qui prévoit les mécanismes du plan de formation. L'élaboration a démarré timidement au niveau de notre ministère. Nous allons suivre cela de près dans le cadre du cadre réglementaire qu'est la commission administrative paritaire. Mais si on veut parler des formations que nous organisons à nos camarades sur le professionnalisme, sur les notions de base du syndicalisme, sur la gestion du carrière, le syndicat, c'est son rôle. Et nous le faisons de façon trimestrielle et très, très souvent à nos camarades. Et quelles sont vos relations avec les collègues et l'hiérarchie, je vais dire? Bon, nos relations, à proprement parler, avant les élections professionnelles, nous étions de temps à autre invités par l'autorité pour débattre des questions majeures. Nous-mêmes, nous demandons des audiences par rapport aux préoccupations récurrentes des travailleurs. Nous avons évolué dans une complémentarité, puisque au fait, le rôle d'un syndicat, c'est de, tout en félicitant la hiérarchie pour ce qu'elle fait de bien, son rôle, c'est de toucher du doigt ce qui ne va pas. D'accord. Donc, le syndicat, dans son rôle régalien, dans son rôle revendicatif, n'est ni tufuraire, ni critique à temps et à contre-temps. D'accord. Nous ne sommes ni turiféraires, mais nous ne sommes ni partisans. Très bien. Nous autres, nous œuvrons pour, comme nous le disons, une amélioration des conditions de travail et de vie de nos camarades qui nous ont fait confiance. Très bien. Alors, si nous avons initié ce débat, un 1er mai à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, je pense quand même que vous ne pouvez pas venir dans ce studio sans manifester les principales préoccupations qui sont encore sur la table, sur lesquelles la hiérarchie traîne un peu, et aussi la situation des agents. Vous ne pouvez ne pas en parler. Est-ce que vous avez des préoccupations et des revendications syndicales à ce propos? Naturellement, j'ai commencé à vous dire tout à l'heure
que le plan de formation est une urgence. D'accord. L'argent de l'État doit pouvoir évoluer progressivement. C'est une satisfaction morale. Je vous ai parlé de l'effectif au niveau des guichets uniques de protection sociale. Dans les normes standards, il faut un minimum de 10 à 12. Actuellement, nous sommes à 2 à 4. Ils urgent le recrutement. Pour pouvoir occuper ces services qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, sont occupés par 1 ou 2 agents. Donc, il y a surcharge de travail. Or, nous sommes à l'ère du hautement social. Le hautement social prôné par le gouvernement de la rupture est le lead du hautement social dans le gouvernement, c'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Mais pour mener à bien, pour toucher les couches vulnérables au niveau des arrondissements, au niveau des villages, il faut forcément qu'il y ait des agents pour accueillir les préoccupations des usagers, quel que soit le type de préoccupation. Parce que le social étant vaste, on reçoit toutes sortes d'usagers. La troisième chose, c'est par rapport au cadre de travail. Le cadre de travail. Le gouvernement a annoncé, dans le cadre de la construction des guichets uniques de protection sociale, des centres modernes. Oui. Nous espérons bien que d'ici l'année prochaine, nous allons commencer à toucher du doigt cette réalité pour que les collègues qui sont dans des cadres de travail délabrés et autres là puissent se sentir à l'aise en servant la République. Naturellement, il y a le problème de la dotation du carburant. Ah oui. La dotation du carburant. La dotation du carburant où on vous a retiré. Jusqu'à un passé récent, Oui. On avait une dotation symbolique de carburant. Ça varie de 10 000 à 20 000, 30 000, au plus par mois, par agent, selon la catégorie. Mais par une autre circulaire, on apprend que le carburant est supprimé. Vous imaginez, l'agent de l'État, en quittant sa maison pour se rendre au service, doit aller forcément avec un moyen de déplacement. Au moins, le carburant, même si c'est insuffisant, c'était un bon début. Maintenant, le gouvernement arrache cela. Comment allons-nous nous rendre de notre maison vers le lieu de travail? On va encore Vous allez puiser encore puiser dans votre salaire? Non, qui est déjà insuffisant. Mais le gouvernement a procédé à l'augmentation des salaires. Vous n'en avez pas bénéficié. Le gouvernement, au ministère des Affaires sociales et de la Sécurité. Le gouvernement a procédé, au ministère des Affaires sociales le gouvernement a procédé et de la microfinance à une augmentation symbolique sur le salaire. Je pèse bien mes mots. Symbolique. Alors que nous avons entendu des gens ici parler d'augmentation exponentielle. Non. Le gouvernement a essayé d'augmenter de façon symbolique selon les catégories. Lorsque vous invitez un CVA, ce n'est pas ce qu'il a comme augmentation qu'un technicien supérieur de l'action sociale que je suis a connu. Autrement dit, ça ne suffit pas. C'est largement insuffisant. Vous n'êtes pas satisfait. C'est insuffisant. Est-ce une manière de redemander une augmentation très prochaine? C'est la moindre des choses. C'est-à-dire, ce que nous prenons avec le coût de la vie, la cherté de la vie, une augmentation est indispensable pour soulager le travailleur qui est au service de la République. Parlant de la cherté de la vie, il y a certains syndicats qui se sont mis ensemble pour marcher contre, bien sûr, la cherté de la vie. Une marche pacifique, vous l'avez appris, c'était le week-end dernier et certains ont eu chaud avec la police républicaine. En tant que syndicaliste, quel est votre regard sur cette situation? Bon, tout d'abord, nous déplorons ces événements qui se sont produits, puisque c'est une marche pacifique des confédérations. Il y a 4 confédérations syndicales, la COSI, la CSA, l'UNSTB, qui se sont mis ensemble, et la CSA, qui se sont mis ensemble pour une marche pacifique contre la vie chère, contre le retrait des carburants, contre un certain nombre de points. Les responsables de nos SG confédéraux nous ont certifié qu'ils ont mené toutes les démarches. Mais même indépendamment de est-ce qu'ils ont fait la démarche vers la préfecture, puisque le préfet a parlé du respect des tests? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'ils nous ont rassuré? Nous faisons foi à la déclaration de nos SG jusqu'à ce que nous ayons la preuve contraire. Ce qui est sûr, nous allons tirer toutes les leçons de
ce refus de marche et analyser tous les contours pour voir comment rebondir. Puisque le rôle d'un syndicat, c'est de rebondir à temps et à contre-temps sur ce qui ne va pas. C'est notre rôle en tant que syndicaliste. Et lorsqu'on prive un syndicaliste de sa liberté d'aller et de venir, qu'est-ce que vous en dites? Bon, aux dernières nouvelles, il nous est revenu que les SG arrêtés et les camarades arrêtés ont été relâchés. Nous allons vérifier l'information. Ce qui est sûr, vous devez reconnaître avec moi que c'est une première. Depuis environ 4 ou 5 ans, on n'a plus connu ni sit-in, ni marche de protestation. On a connu la ligne rouge. C'était avec le changement. Maintenant, depuis environ 4 ou 5 ans, beaucoup ont très tôt fait de dire que le syndicalisme est mort. Bon, maintenant, avec la marche annoncée, je parlerai peut-être d'une renaissance ou d'un début de résurrection. Oui, les jours à venir vont nous édifier. Nous, en tant que syndicat sectoriel, nous allons nous revoir avec nos SG confédéraux pour faire le point de ce refus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et nous allons rebondir. Et vous nous confirmez ici que le syndicalisme n'est pas mort? La belle preuve, si le syndicalisme était mort, est-ce qu'on allait empêcher une marche pacifique? Le syndicalisme est un état d'âme. C'est ça. En plus d'être un état d'âme, c'est un art. Le syndicalisme ne peut mourir. Nous allons aborder le dernier point donc, de cet entretien et pour parler des recommandations du syndicat pour améliorer les conditions de vie, de travail des agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Quelles sont les recommandations que vous avez? Merci beaucoup. La toute première recommandation, c'est que nous invitons Madame la ministre à prendre très au sérieux la plateforme revendicative des syndicats. À prendre cela très au sérieux, à étudier cela avec ses collaborateurs immédiats et à nous aider à être notre porte-parole auprès du gouvernement. Le gouvernement a décliné sa vision. C'est un mandat hautement social. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a le lead de ce hautement social. Il nous revient, en tant que syndicaliste, d'attirer l'attention de l'autorité sur ce que nous devons faire pour que le hautement social soit senti auprès des communautés à la base. C'est ça. La deuxième recommandation, c'est par rapport au recrutement. Nous sommes un ministère à effectif réduit. Les départs, la retraite sont encore annoncés cette année. Il urge un recrutement pour que nous ayons au moins au niveau d'un arrondissement 2 agents. De sorte que les préoccupations des communautés puissent avoir des oreilles attentives au niveau de tous les arrondissements du Bénin. On n'a pas beaucoup d'arrondissements au Bénin. La chose est possible et faisable. La troisième revendication, c'est par rapport au cadre de travail, comme je vous l'ai dit. Il n'est pas acceptable, il n'est pas admissible qu'un fonctionnaire de l'État soit dans un cadre délabré. En étant dans un cadre délabré, il n'honore pas la République et la prestation qu'il offre laisse à désirer. Très bien. Et pour finir, nous allons revenir sur la dotation du carburant. Par rapport à cela, nous invitons Madame la ministre, les autorités au plus haut niveau et le gouvernement, puisque là, il s'agit de tous les agents de l'État. Ceux dont nous sommes habitués depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, lorsqu'on supprime un beau matin, sans mesure alternative, vous comprenez avec moi qu'on crée d'autres problèmes encore. Ça. Or, nous n'avons pas fini de régler les nombreux problèmes dont nous avons les parlé. problèmes existants. Les problèmes existants. Monsieur Janvier Gaga, nous n'allons pas vous laisser partir sans faire un clin d'œil au secrétaire général du syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale. Je voudrais nommer monsieur Jules César Agbo. Comment il tient la barque? Au fait, c'est lui qui m'a demandé de le représenter parce qu'il a eu un empêchement, il a voyagé. Je pense que notre vision de départ reste la même. Travailler au professionnalisme et au rayonnement du social au niveau des services publics. C'est notre rôle en tant que syndicat. Et pour cela, nous devons apprécier les avancées et au même moment
dénoncer de façon très solennelle tout ce qui empêche le ministère d'évoluer. Puisque le ministère en évoluant, les agents évoluent, la République évolue davantage. Mais lorsque le ministère piétine, les agents piétinent. Or, le rôle d'un syndicaliste, c'est un rôle d'éveilleur, c'est un rôle d'objecteur de conscience et enfin, c'est un rôle de concertation avec la hiérarchie et avec les autorités. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quel est votre mot de la fin pour conclure? Pour conclure, nous remercions très chaleureusement le groupe de presse Eden TV Diaspora FM qui nous a donné l'occasion, à l'occasion de la fête du 1er mai, d'exprimer notre regard sur les conditions de vie et de travail des agents du ministère. Nous venons de loin, nous voulons aller loin, mais le chemin est encore loin. Une fois encore, merci à vous, monsieur le journaliste, pour cette occasion. Je fais un clin d'œil à moi, j'ai Jules César et à tous les camarades et à tous les agents du ministère, tout en les invitant à la mobilisation. On sait que vous êtes vraiment pris, mais vous avez pu dégager un emploi du temps pour venir dans ce studio, pour éclairer notre lanterne par rapport à toutes nos questions, nos préoccupations, mais également éclairer la lanterne des téléspectateurs, des auditeurs de Diaspora FM. Nous avons reçu pour vous, à l'occasion du 1er mai, Janvier Gaga. Il est secrétaire à la formation du SINATESAS. Le SINATESAS, c'est le syndicat national, c'est bien le syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Pour Janvier Gaga, le syndicalisme n'est pas mort et que tout ira pour le meilleur. Ils vont tenir donc les choses pour que la situation des travailleurs s'améliore du côté du MASM. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a réalisé cette émission, cet entretien avec à sa tête Boris Adanjo alias Dr Boris. Merci à toutes et à tous.